Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. Avant d'écouter mon invité, je souhaite vous parler de mon sponsor, Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui révolutionne l'intégration des collaborateurs. Tilt, c'est le point de départ qui évite les départs. Vous le savez, un onboarding réussi est essentiel pour l'engagement et la rétention des collaborateurs. C'est l'occasion pour les nouveaux employés de se sentir à l'aise dans leur nouvelle entreprise et de se familiariser avec leur culture, leur mission et leurs collègues. Mais l'onboarding peut être une tâche complexe et chronophage pour nous, professionnels RH. Et c'est là qu'intervient Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui simplifie et automatise le processus d'intégration. Grâce à ses fonctionnalités avancées et personnalisables, Tilt offre une expérience d'intégration fluide qui permet aux nouveaux collaborateurs de se sentir rapidement à l'aise dans leur nouvelle entreprise. Tilt se distingue également par sa flexibilité. La plateforme s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Tilt est enfin une solution simple et intuitive à utiliser. Elle nous permet, professionnels RH, de nous concentrer sur les interactions humaines tout en assurant une intégration réussie des nouveaux collaborateurs. Bref, pour en savoir plus sur le Tilt, rendez-vous sur leur site web www.tilt.io. Tilt, T-E-E-L-T. Place maintenant à notre invité. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Eh bien, aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par David Guillochot, directeur général de Zest Me Up, qu'on dit Zest, on va peut-être dire Zest entre nous. David nous reçoit dans ses locaux parisiens. Il est hébergé dans les locaux d'une très belle entreprise qui s'appelle Cosa Vostra. Tout à fait. Donc Zest, c'est le leader français aujourd'hui du marché du logiciel d'engagement. Plus de 200 000 utilisateurs, 250 entreprises, une présence dans de nombreux pays, plus de 50 à ce que j'ai noté. Un grand merci David pour ton invitation. Ben, c'est moi qui te remercie d'être venu et de m'avoir invité. Bon, comment tu vas déjà ? Ben, écoute, je vais bien, on est l'hiver, il fait pas très beau, mais je pense qu'on va parler d'un sujet très intéressant. Ouais, il fait pas beau, il fait chaud Cher dans à la salle. Ouais. J'ai affronté la ligne 13 du métro, c'était c'est intéressant. Ouais, c'est une bonne entame vie parisienne. Ouais, ça j'adore. Alors, effectivement, avant toute chose, ce qui pourrait être top, David, c'est que j'aimerais bien revenir sur ton parcours. Avant Zest, qu'est-ce que tu faisais ? Alors juste avant Zest, j'étais au comité de direction de Talentsoft, où j'ai aidé Talentsoft à ce qu'on appelle grandir, scaler dans le jargon, donc sur l'aspect stratégique et sur l'aspect produit, voilà, sur les dimensions. Donc je suis plutôt un homme qui aime travailler sur la stratégie dans ce monde du logiciel RH et sur le produit, l'innovation produit. Ok. Et avant Talentsoft, t'as un parcours plutôt RH, plutôt tech, t'as fait quoi en fait avant ? Oui, alors bon, pour comprendre un peu comment tu es arrivé. Tu l'as pas dit, mais effectivement, j'ai plus de 50 ans, donc j'ai effectivement plusieurs chapitres, dans mon. Moi, j'en connais d'autres. Souvent, on est quelques-uns et on sera de plus en plus nombreux, j'ai l'impression. Si vraiment je devais résumer, j'ai trois parties en fait dans mon parcours. À peu près un tiers sur des activités de conseil. Et en fait, je suis tombé dedans dès la fac où j'ai voulu monter une junior entreprise dans la fac pour faire du conseil. Parce que j'ai toujours été intéressé par les pratiques de management innovant. C'était 93, c'était le début du re-engineering, par exemple, qui venait des États-Unis et du Canada. Donc une dizaine d'années là-dessus avec des postes de consultant jusqu'à patron d'une filiale de conseil, notamment en accompagnement de la RH. Et le deuxième volet de mon expérience, eh bien c'est plutôt le management du logiciel et l'accompagnement des équipes, soit sur la stratégie, soit sur ce qu'on appelle le développement du business et bien entendu le produit. Et puis le troisième chapitre, c'est l'entrepreneuriat.
Et dans l'entrepreneuriat, c'est en particulier 2 startups que j'ai cofondées à la grande époque, et c'est là où j'étais découvert en fait du web 2.0. Donc c'était il y a quelques années, c'était dans les années 2005, 2006, et qui ont après augmenté dans les années 2010. Et puis Zest, où je suis pas fondateur de Zest, c'est Chris Bergeon qui est le fondateur avec d'autres, et je les ai rejoints 3 ans après leur création. Voilà. Donc 3 chapitres et finalement un fil conducteur qui est comment l'humain est traité, mieux traité, plus efficacement. Et oui, en utilisant la technologie, parce que moi, ma conviction, et on l'a démontré, la technologie peut être utile. D'accord, bon, on va y revenir. Et qu'est-ce qui t'a fait que tu as eu envie de rejoindre Zest? Tu étais chez Talentsoft, alors je sais pas si tu étais à l'époque où ils allaient être vendus, pas vendus, enfin, où vous étiez en pleine croissance. Non, c'était avant. C'était avant, ouais, ok. Ouais. Et parce que Talentsoft, c'est vraiment une très très belle entreprise, qui a très bien grandi, qui a explosé, puis qui très belle histoire, qui a été reprise. Qu'est-ce qui t'intéressait dans l'idée de rejoindre Zest, qui était, j'imagine, tout petit, tout nouveau dans l'aventure de la RH Tech? En fait, j'avais vécu le sport un peu extrême de la start-up dans les RH quelques années avant. Et Talentsoft, quand je l'ai rejoint, c'était déjà près de 400 collaborateurs, donc avec des caractéristiques qui sont celles des organisations, alors pas complètement classiques, bien entendu, puisque il y avait toujours un ADN d'innovation et de croissance. Mais bon, voilà, au bout de 2 ans et quelques, j'ai eu des frustrations, en disant moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement avoir de l'impact, avoir une certaine liberté dans la manière de choisir ses batailles et d'embarquer des collaborateurs. Et donc, j'ai commencé à rejoindre Zest en étant board member, au conseil d'administration, pour les conseiller sur la stratégie. Et puis, 6 mois après, je me dis, mais c'est génial ce qu'ils font en termes de mission. Et puis, ils avaient une agilité qui m'a séduite. Voilà, pour C'était au LabRH aussi, non? J'ai été au conseil d'administration du LabRH pendant 1 an et demi. Plutôt au départ du LabRH, du coup. Alors, c'était peut-être la deuxième époque. J'étais pas dans l'équipe et dans la phase de création. Tout à fait, exactement. Ouais. Et c'était un moment intéressant parce que le LabRH a été un ovni et toujours quelque part un ovni de notre écosystème de la RH et de la technologie pour les RH. Et je voulais participer à ça. Et j'ai essayé de faire en sorte que Talentsoft, qui était un peu un grand frère dans ce secteur, puisque c'était l'une des HR Tech qui avait vraiment la taille la plus importante, contribue à structurer et apporter de la valeur ajoutée à la fois aux startups et aux RH. C'est clair que je peux conseiller, moi, qu'aux personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées par la RH, par le management, de s'intéresser à ce que propose le LabRH, parce que c'est vraiment très très différenciant et ça amène vraiment de la valeur à la fonction RH. Oui, et puis ça évolue. Je suis ça un peu depuis plus loin maintenant, mais je sais là par exemple qu'ils ont un côté très orienté maintenant sur les talents RH, c'est-à-dire que c'est individuel, d'intéresser aussi les talents, alors qu'avant c'était plutôt les grandes corporations, avec les c'était RH, ça au départ, effectivement, qui étaient très sur l'innovation RH, etc. Et puis les startups bien sûr et les innovateurs individuels. Là, je trouve que c'est intéressant de se centrer sur finalement les RH à titre individuel. Aussi. Alors être DG de Zest, ça doit être palpitant, ça doit être un grand voyage. Comment est-ce que tu relèves ces défis et quelles sont les responsabilités en fait que tu as en tant que DG versus les fondateurs en fait? C'est quoi ton apport de directeur général de Zest? Alors déjà, dans la définition des caractéristiques, c'est l'évolution de ta fonction. C'est-à-dire que dans les startups, ça change plus souvent que dans des grands groupes, même s'il y a beaucoup de réorganisations très politiques dans les grands groupes aussi. On a connu, je pense, les uns les autres. Et la deuxième chose, c'est que c'est toi qui fais ton job en partie, et ça, pas que le DG. C'est aussi chaque talent quelque part. On fait beaucoup de crafting, comme on dit, de job, tout simplement parce qu'il y a tellement de choses à faire, et puis il faut pas hésiter à quelque part faire bouger les lignes de chaque individu s'exprime et à contribuer le plus possible. Alors moi, mon rôle, il a évolué. Si je schématise, au début, c'était vraiment, la première phase qui a été de quelques années, ça a été de
de vraiment changer de cap sur le produit, de lui faire passer quelque part une génération. On n'a pas hésité à remettre à plat des choses sur lesquelles on avait capitalisé avec les équipes qui étaient des limites ou qui répondaient pas parfaitement ou suffisamment bien aux besoins du client. Et puis le deuxième volet de cette phase, ça a été de développer des nouvelles équipes. En termes de compétences, en termes d'équipe, et l'une de mes fiertés, c'est d'avoir mis à la tête de ces équipes des primo-managers, donc des gens qui n'étaient pas managers, qu'on a fait grandir. Et donc, je pense par exemple, petit clin d'œil à Fanny sur le Client Success, par exemple. Voilà. Donc et ça c'est important dans une société. C'est très organique. Il faut créer quand même des fonctions, et les fonctions sont portées par des talents hommes et femmes. Et ça, c'est quand même une grosse partie de notre job. De dirigeant ou de leader, comme on pourrait dire. Okay. Et puis maintenant, deuxième phase, je m'occupe, j'ai le plaisir d'avoir la DRH avec moi. Donc d'accord. On a, et c'est très récent. Vous avez créé récemment la fonction de DRH. Ouais. Vous êtes combien de collaborateurs? Alors en fait, je t'aurais répondu 30 à peu près il y a quelques semaines, et maintenant on passe à 50 puisqu'on a racheté une société confrère du secteur de l'écoute collaborateur, qui est en particulier Blooming, puisque quand ton podcast sera diffusé, on l'aura annoncé au marché. D'accord, ok. Donc une cinquantaine de collaborateurs. Ouais. Et là, vous avez dit, on crée cette fonction. En fait, elle existait déjà chez Blooming. C'est intéressant ça. Ouais, c'est intéressant parce que et quand on a fait l'analyse de pourquoi on allait se rapprocher de Blooming, il y avait des choses qui étaient très communes. En termes d'ADN culturel, par exemple, en particulier, bien entendu, d'offres sur l'écoute collaborateur. Et il y avait des complémentarités vraiment intéressantes, dont celle qu'ils étaient beaucoup plus avancés sur l'approche RH interne. Nous, c'était un peu tous RH, le management en particulier. Voilà. Et ça me fait penser, tu vois, à un épisode que j'ai enregistré avec Jean-Baptiste de Belair, le patron de Steeple. Je ne sais pas si tu connais Steeple. Ouais. Voilà, donc qui est une très très belle entreprise bootstrappée, rentable, en pleine croissance, etc., qui est à Rennes. Un petit coucou aux amis bretons. Et effectivement, l'un des sujets de l'interview a été pour lui, même si aujourd'hui ça se passe bien, il regrette d'avoir créé la fonction RH un peu trop tard par rapport à sa croissance. Ouais. Donc il est revenu, on pourrait écouter cet épisode, mais c'est un vrai sujet, effectivement. Ouais. À quel moment, dans la croissance d'une entreprise, j'ai besoin de créer cette fonction au-delà des systèmes de paye et de gestion du temps qu'on crée dès le premier salarié. Mais voilà. Dans les startups, tu as vraiment 3 volets qui sont traités par la RH, et ils peuvent prendre une acuité suffisamment importante pour recruter un DRH. C'est le recrutement, une société de croissance, le recrutement. Et souvent, t'as un peu ça, t'es très très tôt, parce qu'il y a un plan de développement très très fort. Il y a un DRH/recruteur qui est recruté, c'est son premier centre de gravité. Après, tu as le côté un peu administratif, puisque quand tu passes des étapes, tu as des payes à faire, tu as des sujets. En France, on est assez créatif, donc il faut aussi suivre pas mal de sujets de droits sociaux et compagnie. Et puis, le troisième, et c'est là, nous, où on en est, c'est une volonté, une ambition, un besoin de perfectionner son approche RH. D'accord. Comment tu développes les talents, comment tu anticipes les prises de décision, notamment de carrière, voilà. Et là, vous avez un sujet effectivement de M&A de deux structures, avec des aspects culturels, etc. Et pour l'avoir fait, une croissance externe, c'est pas toujours si facile que ça. Ça prend du temps, faut écouter, faut analyser les choses. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça passionnant déjà, et c'est important de se dire que c'est pas subi, que c'est vraiment une envie de le faire, et qu'on partage bien sûr avec les équipes. Et là, on le fait au pas de charge. Alors, on va voir si c'est la bonne façon, parce que on sait que les fusions ne réussissent pas toujours. Je vous le souhaite. Voilà, on est assez confiant, mais prudent, et on le fait. Voilà, on va le faire en quelques semaines, quelques mois, au lieu de le faire en plusieurs trimestres ou une année. Et je pense qu'on a comme guide, c'est d'essayer d'être exemplaire dans la manière de le faire, en mettant l'humain au centre de cette fusion. Voilà. Okay. Voilà, et tu verras, si on en parle, que par exemple, on écoute nos collaborateurs déjà. La première chose qu'on a fait, c'est l'organigramme, tu vois, par exemple. Forcément. On a vraiment commencé par parler de la complémentarité et de la culture d'entreprise et des compétences. Et quand on a vu ça, on a dit OK, on peut passer sur les étapes suivantes. OK. On reviendra peut-être tout à l'heure sur effectivement ce qu'apporte
Bloomin à Zest et vice versa d'ailleurs pour le bénéfice des utilisateurs de vos solutions. Je sais pas s'il resterait les deux, vous en resterez qu'une, mais tu me diras ça. Déjà, j'ai envie de venir sur Zest. J'avais noté quelque chose, tu me dis si je me trompe, que la mission c'était libérer la parole en entreprise pour améliorer le bien-être de ses salariés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et concrètement, en fait, à quoi ça sert Zest? Ouais. En fait, Zest, et c'est intéressant que tu aies, on va dire, choisi cette citation, enfin cette expression de notre mission, qui a évolué. Et la libération de la parole, en fait, c'est presque l'étincelle, tu vois, au sens sparkle, tu vois, le côté positif, pas la bombe qui va exploser dans la figure du management et de la RH, mais plutôt l'étincelle qui va zester finalement la dynamique humaine de l'organisation. En partant quand même d'un truc mais tout bête, j'allais dire presque tout con, c'est si t'écoutes pas les collaborateurs, tu sais pas ce qu'ils pensent. Si tu sais pas ce qu'ils pensent, tu sais pas comment améliorer la manière dont ils sont dans l'entreprise et ils performent dans l'entreprise. Donc ton entreprise a un formidable gisement d'amélioration que tu utilises pas. Voilà. Et donc oui, tout commence par la conversation, par le dialogue, par le diagnostic, en écoutant les collaborateurs assez régulièrement sur l'ensemble des sujets qui sont importants pour eux et qui sont importants donc pour l'entreprise. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable. Je suis RH en entreprise. On les écoute, nos collaborateurs. Le diable et RH. Ouais, mais je les écoute, mes collaborateurs. Non, mais moi, je les écoute. Ils ont des managers, donc ils ont des échanges informels. Ils ont un entretien annuel, voilà. Et puis, chez nous, on fait même des opinion survey tous les 2 ans, etc. Donc, en fait, on fait déjà tout ce que tu nous dis. En fait, qu'est-ce que vous allez amener de plus? Je fais exprès de poser cette question, mais qu'est-ce que vous avez de plus? Parce que, objectivement, moi, pour avoir fait des opinions de survey dans des grands groupes, c'était hyper intéressant, mais déjà, les retours, on les avait 6 mois après, et puis les plans d'action, je les attends toujours. Donc, et c'était un peu déceptif, en fait. Bah oui, mais en gros, tu donnes les éléments de la réponse, en tout cas une partie de la réponse. C'est-à-dire que, il y a, si tu veux, dans l'écoute, c'est l'écoute active, en fait. On en parlait tout à l'heure, sur ta manière de procéder dans ce podcast, d'être en écoute active. Si en écoute active, il y a quelque chose qui se construit avec l'autre. Et tu l'écoutes, tu réagis, tu approfondis, tu enrichis, tu stimules quelque part. Si t'es dans je récupère des informations pour faire un diagnostic qui va me permettre éventuellement d'avoir des discussions très formelles avec les instances représentatives du personnel ou avec les directions générales, etc. Et puis, effectivement, des semaines, voire des mois après, on va cascader des plans d'action, etc. On va arriver, si tout va bien, à avoir, on va dire, des actions qui sont déjà sur un diagnostic qui est passé. Puisque on sait qu'en 6 mois, voilà, les problèmes changent, les challenges changent, les situations et les ressentis des collaborateurs ou de certaines parties des pays, par exemple, dans lesquels tu peux être, si tu es international, ça va évoluer. Donc, à la fois, si la finalité, c'est le diagnostic plus que l'action, plus que l'impact, tu te trompes. D'accord. La deuxième chose, c'est si tu le fais une fois tous les 2 ans, c'est un peu comme si tu disais, je vais mesurer, comme pour les entretiens annuels, la performance une fois par an et on va en parler qu'une fois par an. Je pense que t'as pas beaucoup de levier. C'est un peu comme si tu disais, allez, je vais attendre la fin du championnat pour faire une réunion avec mon équipe et leur expliquer comment on va gagner le championnat. Voilà. Savoir s'il faut sortir l'entraîneur, sauf qu'on a la 37e journée. C'est un peu trop tard. Et donc voilà, c'est ces raisons-là qui font que une nouvelle génération dont Zest fait partie de solutions a émergé et et c'est en particulier vraiment important pour nous, qui est né en disant on va quelque part. Désolé pour les auditeurs RH. Mais voilà, nos clients RH le disent que c'est pour leur bien. On va privilégier le management et les collaborateurs. Dans la façon de concevoir la solution, les pratiques et quelque part les fonctionnalités. On va donner le centre de gravité et cette empathie avec finalement là où c'est le plus important dans les plans d'action. D'accord. Donc vous mesurez à rythme régulier, en tout cas vos clients mesurent à rythme régulier. C'est au choix. D'accord. Mais c'est tout à... oui, exactement. Oui, okay. Et une des principes dans l'ADN de notre produit et qui est d'ailleurs la même chose qui était chez Bloomin, qui est aussi, donc on parlait d'ADN, ça c'est un des éléments,
c'est qu'on ne croit pas au one size fit all qu'on trouve souvent dans les solutions américaines ou dans certaines startups, même françaises, qui quelque part ont cette approche. C'est de penser, alors peut-être ça peut marcher sur des clients qui vont acheter avec une carte bleue quelque part une solution. Quand tu es une organisation ETI, sans parler des grands groupes, industriels ou dans le service, tu as une culture, tu as une façon de faire des process, tu as des saisons. Tu vas pas sonder pendant Black Friday les magasins de Célio, par exemple. Donc, ils ont un peu autre chose à faire. Ils ont un peu autre chose à faire. Donc, forcément, ça, c'est pas la même façon que de le faire dans la banque ou dans des banques. Et donc, on est très personnalisable, très configurable. D'accord. Alors ça, c'est une question que j'avais quand j'ai regardé votre solution sur les questions que l'on pose aux collaborateurs. Moi, je suis RH. Est-ce que c'est moi qui choisis les questions? Est-ce que vous m'aidez aussi à construire? Parce que voilà, ça peut être, pour certaines peut-être personnes, ça peut être facile de dire tiens, ok, je sais les questions que je vais poser, et puis on verra ensemble avec l'accompagnement que vous proposez si c'est les bonnes questions ou pas. Ou est-ce qu'à contrario, vous pouvez aider quelqu'un qui vous dit mais moi j'ai envie d'y aller, mais par contre je sais pas par où commencer, quoi, en fait. En fait, c'est un peu on essaie de faire on a fait une synthèse et avec l'expérience, puisque ça fait environ 7 ans qu'on fait ça. Là où on en est aujourd'hui dans la bonne pratique, dans la bonne approche, c'est de dire c'est ni tout l'un ni tout l'autre. C'est-à-dire que c'est ni j'attends de manière un peu passive que Zest me donne toutes les questions qu'il faut que je pose. D'accord. Ni j'ai qu'à utiliser Zest pour saisir les questions dont j'ai envie, etc. Pourquoi ? Parce que comme on le disait, il y a des contextes et des actualités qui sont spécifiques dans chaque organisation, et donc c'est important que quelque part l'organisation, et pas seulement la RH mais aussi le management, accouche des thématiques importantes et donc des questions importantes qu'il va falloir poser dans son organisation. Il y a une espèce d'écologie, si tu veux, des questions. Il faut vraiment se concentrer sur les questions qui comptent. On va pas s'amuser à faire 100 questions pour 100 questions. On va peut-être faire, et en général c'est ce qu'on préconise, entre 20 et 30 questions sur les baromètres un petit peu des questions fermées, des questions ouvertes? Les deux. D'accord. Les deux. Okay. Alors il faut, là aussi, toi, c'est pas tout l'un, pas tout l'autre, ça dépend. Si tu es dans une population très terrain, tu vas pas faire beaucoup de questions ouvertes, d'accord ? Parce qu'on sait que les populations terrain n'auront pas forcément avoir les conditions pour bien le faire. Et puis, il faut pas forcément en faire trop parce qu'au bout d'un moment, ça lasse. Tu vois, je veux dire, et donc, il faut aussi bien poser les questions. Et les questions quantitatives ont la limite de pas avoir le relief des verbatims, mais par contre, elles ont un avantage qui est très complémentaire, qui est de donner des jauges sur lesquelles tu vas pouvoir faire des comparaisons, et notamment dans le temps. D'accord. Sur toi, ce qui se passe dans ton entreprise, j'imagine service par service. Service par service. Site par site, peut-être, magasin par magasin. Exactement. 6 mois après, parce qu'il y a eu une réorganisation qui a été faite. Est-ce que, par exemple, l'équipe industrielle qui a été impactée par la pénurie de l'approvisionnement, ce qui s'est passé pendant la période post-Covid, par exemple. Et donc, il y avait à certains moments, à certains endroits dans les organisations, des situations particulières qui peuvent être exogènes ou endogènes, et ça, la mesure quantitative va te permettre de mesurer l'impact. Voilà, c'est un peu comme l'inflation, on mesure ça, on voit si l'inflation monte ou baisse. Eh bien, c'est un peu la même chose. Est-ce que les ressentis, la satisfaction, les irritants augmentent ou pas en fonction de ce qui se passe dans l'organisation et en dehors. Ok. Tu parlais j'ai plusieurs questions là. Tu parlais de benchmark. Je suis RH, donc je peux quelque part m'auto-benchmarker à rythme régulier sur tel ou tel sujet pour voir l'évolution, c'est ce que je comprends. Est-ce que je peux me benchmarker avec d'autres concurrents, d'autres compétiteurs, d'autres clients de Zest? Est-ce que ça c'est techniquement possible? Oui. Parce que je me dis chez moi, est-ce que c'est bien? Parce que des fois, moi j'ai une vieille théorie, c'est quand on se regarde on pleure, mais quand on se compare on se console. Est-ce que tu permets ça, et comment techniquement en fait? Alors c'est une fusée. Il y a des datas confidentielles aussi Bien sûr, pour chacun de tes clients. Tout à fait. Et c'est un point qui est vraiment clé. On est sur une matière RH d'abord pour l'anonymat pour les collaborateurs qui ont répondu, et puis bien entendu par rapport à des entreprises. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est un peu une fusée à 3 étages, et tous les étages sont intéressants. Mais un ne suffit pas forcément. Voilà. Tu as le premier étage, et c'est le plus important, c'est celui qui va quelque part le faire le plus longtemps, c'est tu as évoqué, le benchmarking interne. C'est génial. Ça permet de voir si on a de l'impact dans le temps, mais ça aussi permet de créer des discussions intéressantes pour identifier les bonnes pratiques, d'identifier où la RH va avoir peut-être justement plus d'accompagnement et une manière d'accompagner qui va être différente. Donc c'est d'anticiper aussi les coûts, ouais, et pas d'attendre que le CSE nous alerte sur tel ou tel sujet.
situation. Et ça, je dirais, c'est peut-être ce que doit faire, et c'est le plus important. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas bon sur cette dynamique de benchmarking interne dans le temps et en inter-service ou inter-équipe, eh bien, vous n'avez pas le principal. Parce que souvent, le benchmarking externe, c'est un peu, on va dire, une espèce de mirage qui fait penser qu'on va avoir l'espèce de comparaison dans l'absolu parfaite qui va nous dire si on est bon, pas mauvais. Alors je pense que on a ce côté bon élève, mauvais élève on doit rechercher certainement au niveau, et c'est souvent dans les comités de direction d'ailleurs que c'est demandé. La réalité, c'est que alors on propose nous le benchmarking avec nos clients bien sûr, mais on est très prudent dans la manière de le faire et on leur dit attendez. Ne prenez pas ça comme une finalité, parce que vous allez avoir des contextes différents dans les entreprises. S'il y a un changement d'actionnariat, de gouvernance dans une entreprise qui peut impacter, ça n'a rien à voir avec le secteur d'activité, c'est une décision interne qui va peut-être pénaliser quelque part les scores d'engagement, et vous allez peut-être avoir l'impression que vous êtes bon, mais finalement dans l'absolu non, parce que on va dire toute chose étant légale par ailleurs, vous le seriez pas tant que ça. Donc je pense qu'il faut relativiser. Et puis l'autre point, c'est nous un des biais, c'est une des complémentarités qu'on a avec Blooming aussi, c'est d'avoir fait le constat que quand on utilise Zest et les autres solutions, on est quelque part plutôt bon que la moyenne. C'était un peu le présupposé qu'on avait. Parce qu'on est dans une marche proactive, on investit, on mobilise, on a des plans d'action efficaces, etc. Et donc on va quelque part être meilleur, parce qu'on va avoir cet effet projecteur, on va faire des diagnostics, on va faire des actions qui vont impacter. Et sur des cycles qui sont plus courts. Alors ce que Blooming faisait, ce que nous on fait maintenant, c'est qu'on a un panel qui permet, là, non pas d'avoir un côté les entreprises utilisatrices des solutions qui sont bonnes pour l'engagement, mais on sonde. Là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est 1200 collaborateurs, en France, salariés, quelles que soient les entreprises, quels que soient les secteurs d'activité, pour avoir un panel représentatif des salariés en France par rapport aux questions de benchmarking. Ah, c'est intéressant. Voilà. Ce qui débiaise, on va dire, quelque part les choses. Ça, et donc, voilà, ça, c'est le 3e étage de la fusée. Voilà. Ok, hyper intéressant. Est-ce que vous avez, si je commence à des enquêtes avec vous avez un taux de participation minimum qui vous paraît correct ? Est-ce que c'est 70, 80, vous visez le 100% de réponse? Et puis comment vous touchez, puis j'ai une question sous-jacente, parce que j'en ai fait 2 une, c'est pas bien. Comment vous touchez les gens qui n'ont pas d'adresse mail pro, quoi? Parce que dans les ETI que tu cites dans l'industrie, tout le monde n'a pas une adresse mail professionnelle, ça c'est sûr. Tout à fait. Et alors, on peut peut-être commencer par cette question, parce que en plus, elle nous tient à cœur, tu vois, c'est pas simplement un défi technique. C'est vraiment dans nos missions quelque chose d'important, et la Covid nous a vraiment marqué là-dessus, tu vois, sur l'importance des premières lignes, comme on les a appelées à ce moment-là, et plus globalement le fait que les SIRH, les pratiques un peu sophistiquées, bonnes pour les talents et les organisations, avaient beaucoup de mal à être déployés au-delà des sièges sociaux et des métiers sédentaires avec un ordinateur, avec une adresse email, comme tu dis. Et donc, une de nos missions, c'est vraiment d'aller sur cette frontière, on va dire, tellement importante pour à la fois les humains qui en font partie, mais aussi la performance des entreprises. Donc, pour répondre à ta question sur les enquêtes, eh bien, on a quelque part copié des dispositifs qui ressemblent au business to consumer. Voilà. Par exemple, donc on est chez Zest, et comme beaucoup de solutions, dans vraiment l'effet d'identifier les collaborateurs qui répondent pour pas leur poser 50 fois la question où est-ce que tu es, dans quel pays, dans quelle organisation, parce que ça, le SIRH peut le donner. D'accord. Et ça, si tu passes 20 questions ou 10 questions juste pour avoir des critères d'analyse, ça saoule un peu au plus. Clairement, ça saoule. Et puis en plus, c'est du déclaratif, c'est pas forcément tout à fait juste. Et puis la deuxième raison, c'est quand même important de pas qu'il y ait de bourrage des urnes, on va dire, et donc qui est vraiment une identification. Donc par contre, quand tu es identifié que tu dois accéder à un environnement digital, quand tu n'es pas connecté et que tu n'as pas d'adresse mail, comment tu fais? Donc on a des modes kiosques avec des QR codes, on a des process pour récupérer son mot de passe qu'on aura perdu avec des questions de sécurité comme tu as dans les sites de commerce électronique pour leur demander le prénom de ton chien, par exemple, etc. Pour éviter que on t'identifie difficilement. Donc on a vraiment développé beaucoup de pratiques qui nous permettent sur des populations terrain, usines, entrepôts, magasins bien entendu, voire nomades, et bien d'avoir dans des entreprises des taux de participation de 90%. C'est bien. C'est bien. Par contre, c'est pas vrai pour toutes les entreprises. D'accord. Et donc c'est aussi un point à signaler, c'est-à-dire que
on nous demande souvent combien on doit se donner comme objectif. Voilà. Alors j'ai envie, je vais répondre à votre question. Donc 1, population terrain, oui, non. 2, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre niveau d'engagement sur les plans d'action que vous allez mettre en œuvre? Est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas? Est-ce que vous avez facilité à mobiliser les managers? Est-ce que c'est des vrais relais aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez un peu de mal à faire en sorte qu'ils relayent toutes vos initiatives RH, etc. Est-ce que ça va être le bon moment? Et là, je vais vous dire, ok, vous allez être peut-être à 50%. Ça serait un bon objectif pour cette première initiative, parce que vous avez un peu tous les points négatifs. Et peut-être que vous allez vous donner l'objectif de faire 90 ou de faire mieux que ce que vous faisiez précédemment. Et ce serait quoi les tips, les 2-3 tips que tu aurais pour booster l'engagement des collaborateurs, sur le taux de réponse, pas sur sur le taux de réponse. Attention, c'est important la question. Ouais, je t'en ai donné un. C'est il y en a 2. Faut les relancer tous les 3 jours. Alors, le premier, je pense que c'est que ce soit un truc court. Il faut que, ouais. Alors, il y a vraiment, c'est multifacteurs et ce cocktail un peu de bonnes pratiques va faire vraiment des résultats qui sont assez surprenants dans certains cas en termes de taux de participation. Et puis, il faudra renouveler cet exercice. Si on renouvelle le sondage, puisque il faudra démontrer. Mais il y a, je dirais, plusieurs ingrédients. Le premier, c'est vraiment de faire que le manager soit un espèce de partenaire, voire un client de cette initiative. Souvent, l'enquête, c'est pour alimenter le siège, le comité de direction, les grandes instances, etc. Et puis le manager, comme tu l'as dit, il va être au mieux évalué, pas impacté, j'ai envie de dire, et au pire, il va être jugé en lui disant « Attends, toi, t'as des mauvais résultats. » Et il va avoir un truc... Donc ça peut le faire stresser un peu quand même. Hein. Oui, exactement. Ouais. Et donc, bien entendu, ça va pas créer une dynamique positive. Donc ça, il faut vraiment avoir... Et il y a plusieurs pratiques, comme le faire du co-design sur le questionnaire en impliquant des managers et pas que ce soit que la RH pour la RH par exemple. C'est de les embarquer, communiquer avec eux très en amont, les aider sur le plan d'action et d'anticiper cette partie plan d'action et de les motiver à ça. Donc ça, c'est vraiment le manager, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est de simplifier la vie des collaborateurs et de leur donner envie de répondre. Donc c'est dans la façon dont l'outil digital a été conçu, la façon dont c'est facile d'y accéder comme on l'évoquait, et c'est aussi dans la manière, et c'est vraiment le point presque le plus essentiel, que tu mesures pas forcément la première fois, mais que tu mesures la deuxième, la troisième, la quatrième fois que tu fais la mesure, c'est est-ce que la boucle a été bouclée, c'est-à-dire qu'est-ce que nos feedbacks de collaborateurs ont été pris en compte, et est-ce que ça a apporté une réalité dans des actions concrètes, voire des choses que j'ai pu mesurer et de manière visible. Ok. Je parlais de l'entretien d'évaluation tout à l'heure. On peut le faire avec Zest? Oui, alors c'est une des caractéristiques de Zest qui est d'être une suite de l'engagement. Et l'engagement pour nous, c'est le moteur. Parce qu'on a pas mal parlé de l'enquête, ouais, etc. C'est le premier. C'était historiquement... oui, c'est comme ça que je vous avais identifié il y a quelques années, honnêtement. Oui, puis c'est vraiment quelque chose qui s'est développé. On a commencé à traiter les sujets d'entretien, en fait, liés à la demande de nos clients qui disaient pour engager, on le savait, mais on n'avait pas forcément identifié ce besoin comme autant prioritaire et aussi naturel à apporter par Zest. C'est de dire, mais le feedback, le sondage est une façon de récupérer du feedback, c'est aussi dans les entretiens. Et nous, on veut faire des entretiens plus réguliers. Et donc, on a notamment travaillé avec Decathlon, qui avait une approche. On a racheté une solution de Decathlon qu'on a redéveloppée dans Zest pour traiter ce sujet de la conversation continue managériale structurée qui s'appelle one-to-one, point régulier, etc. notamment, et qui complète les entretiens annuels. Et puis, avec le temps, on a quelque part institutionnalisé notre solution, où on a traité les sujets régaliens d'analyse de performance, de fixation d'objectifs, d'évaluation du variable, de plan de développement qu'on peut discuter dans des entretiens pro ou dans des entretiens annuels. Donc Zest aujourd'hui fait l'ensemble des entretiens, des rituels managériaux qui vont traiter le sujet compétence, le sujet objectif, le sujet carrière, puis le sujet d'engagement, bien entendu. Ok. Je t'avais entendu dire que vous aviez un lab interne. Tout à fait. C'est quoi ce lab et à quoi ça sert? C'est pas le lab RH. Mais d'ailleurs, certains des estis, comme on dit, souvent disent lab RH. On avait besoin, déjà pour le produit, de compétences qui étaient à la croisée des chemins entre la psychologie du travail, la psychométrie et les data et la data science.
D'accord. Donc on a quelque part de facto eu un collectif avec des collaborateurs qui avaient ces caractéristiques, PhD en psychologie, passion pas sur la data et sur des langages de programmation assez pointus liés à ça, etc. Et donc on les a quelque part réunis en task force. D'accord. Pour dire aidez-nous à développer le meilleur produit. Et donc on a 3 collaborateurs qui au départ ont été un petit peu mobilisés sur ces sujets-là avec des profils un peu plus recherche psycho, un peu plus RH de parcours et vraiment data. Et puis, on s'est rendu compte que cette équipe, elle avait aussi une valeur ajoutée dans l'accompagnement de nos clients. Et donc, au-delà de ce qu'on appelle, nous, des clients de succès, alors j'ai essayé de trouver le terme non anglais, manager, donc qui accompagne les clients sur les usages. Eh bien, ce lab fait des prestations un peu sur mesure, un peu avancées. Je vais illustrer ça, par exemple. Avec un exemple, tu peux citer un client si tu veux. Oui. Alors, je ne sais pas si je vais aller jusqu'à citer le client, parce que je ne l'aurais pas demandé. Voilà, et moi, c'est un peu pour eux que je ne le ferai pas. Moi, je serais ravi de les citer, surtout qu'ils étaient contents. C'est, par exemple, une entreprise dans le retail qui fait plusieurs baromètres avec Zest. Et dans le baromètre, il y a le INPS, donc le Net Promoter Score, pour que certainement la plupart connaissent, mais c'est en gros la mesure de la propension à recommander l'entreprise pour être quelque part notamment un coopteur de talent. Et comme c'était un sujet important sur le recrutement, le comité de direction, suite à, je pense, la deuxième baromètre, a dit il faudrait que notre comité de direction soit quelque part incentivé sur le score de INPS. Mais comment on fixe un objectif SMART sur le INPS? Parce qu'on sait à combien on est, mais à combien on peut se donner d'ambition. Et donc, on a, avec le labo, développé une algorithmie. Alors, on pourrait parler d'intelligence artificielle, mais c'est juste des algorithmes statistiques qui permettent de dire, voilà l'objectif SMART d'amélioration du INPS basé sur toutes les données qu'on a. Et qui va te permettre de dire, ok, ça va pas être plus 20% de ton score, ça va être peut-être plus 2 points, plus 3 points, ce qui est peut-être beaucoup moins, et souvent on minore, parce qu'on leur fait comprendre que la progression du NPS n'est pas aussi fulgurante que du chiffre d'affaires, par exemple. Voilà. Donc voilà, ça c'est typiquement une recherche appliquée, qu'on va réintégrer d'ailleurs dans notre produit plus tard. Et on peut implémenter Zest au sein de son SIRH actuel? Parce que moi, je peux avoir, je suis RH, j'ai probablement d'autres solutions. Et on dit, c'est un outil de plus, ça va pas marcher. J'ai entendu que tu avais Lucas. Non, c'est pas Lucas. Alors, Lucas, j'ai interviewé Gilles Sadjier, qui est le fondateur de Lucas dans le superbe réussite. Dans le podcast, et je suis utilisateur de Lucas. J'ai utilisé chez Happy to Meet You, on l'utilise aussi chez We Feel Good. C'est une excellente suite. Mais justement, tiens, j'ai Lucas qui va pas répondre à ce que tu fais. Comment ça s'implémente techniquement? Est-ce que c'est facile pour moi en tant qu'RH d'implémenter Zest alors que j'ai déjà d'autres outils RH? C'est une des questions, notamment sur les ETI, qui sont des entreprises qui ont parfois des très gros systèmes, SAP, Oracle, même Workday dans certains cas, etc., ou ADP. Et puis pour les plus petites, Lucas par exemple. Alors, bonne nouvelle, la technologie n'est pas que un problème ou un truc compliqué, et sans être des technophiles, on va dire complètement endoctrinés. Vraiment, c'est très pragmatique. Les technologies ont beaucoup évolué sur l'interopérabilité. Donc, ça veut dire que on peut récupérer et échanger de la donnée, se synchroniser avec un système qui existe. En fait, ce que je vais te demander, si tu veux mettre Zest, c'est quelle est ta source d'information que tu veux utiliser, qui est la plus pertinente. Oui, parce que je vais pas saisir les noms des prénoms des collaborateurs. J'ai toujours ça quelque part. Exactement. Donc, tu vas le faire. Soit avec un fichier Excel, parce qu'on a quand même des entreprises, voire des pays dans des entreprises qui sont un peu moins développées, où il y a peut-être que 50 ou 20 collaborateurs, ils n'ont pas mis un SIRH en place. Donc, il faut du Excel, par exemple. Et puis aussi, en France, c'est très développé. Il y aura SAP, par exemple. Et puis, à un autre endroit, peut-être dans la région de Nantes, il y aura peut-être Lucas. Voilà. Et donc, il faut pouvoir dire et faire très concrètement que les données qui existent déjà soient le plus facilement et simplement dans Zest, et c'est par API, par des protocoles. Aujourd'hui, on a plus de 50 systèmes différents qui récupèrent, dont Lucas. D'accord, mais il faut ça vous en occuper, parce que quand on est RH, c'est pas notre passion, les API et les bidules. Et souvent, ils sont un peu surpris de la vitesse à laquelle c'est fait, puisqu'on parle vraiment de quelques clics pour activer ces intégrations. Ok. J'avais une question sur les jeunes générations. Alors peut-être que je me trompe, mais je ne ferai pas la réponse avec la question. Moi, je vais faire le vieux sage, là, c'est ça. Est-ce que tu vois une attente différente des jeunes générations sur des solutions comme Zest?
en termes d'expérience collaborateur? Alors, c'est intéressant parce que je faisais une analyse avec le lab justement d'un baromètre là, d'un client pas plus tard qu'hier. Et il y avait une question dans ce baromètre qui était sur certaines initiatives qui a été prises par rapport à l'impact sur l'expérience collaborateur. Ouais. Voilà. Et notamment des initiatives digitales. Et un des enseignements, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence générationnelle. Okay. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on est tous, je pense, sensibles à le fait qu'on ait une bonne expérience digitale, que ça soit pratique. Enfin, voilà, la porosité entre le monde privé et le monde professionnel, ça a quand même fait un peu effet. Et donc, il n'y a pas de... Par contre, c'est vrai que moi, ce que je ressens... toi, à la fois en tant que manager et en discutant beaucoup avec nos clients et en ayant beaucoup de données et d'analyses un peu justement croisées sur les faits générationnels ou d'ancienneté dans l'entreprise, par exemple, qui sont ou le sexe, parce qu'on étudie nos clients, mais avec nos clients, mais sur ces différents paramètres pour voir l'impact de ça sur l'engagement. J'ai envie de dire, il y a plus une impatience plus forte. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une notion du temps qui n'est pas la même. Pas la même sur la carrière, sur les promotions, sur le fait d'avoir des formations, sur le fait d'avoir des réponses à la stratégie qui peut-être est en train de se chercher, etc. Donc, je pense qu'il y a cette notion de vélocité, d'immédiateté qui est beaucoup plus forte sur les nouvelles générations. Et donc, ça crée une exigence. Et on a des clients qui se sont posé la question de est-ce qu'on va continuer à utiliser ZES parce qu'on a déjà fait des baromètres. Et c'est plutôt les collaborateurs qui demandaient en disant mais vous avez réduit le rythme des pulses, la prise de pouls. Okay. Pourquoi vous avez fait ça? Enfin, il y avait quelques interpellations, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir, c'est que les jeunes générations on se soucie peut-être une acuité plus forte et ose le dire. C'est-à-dire que, enfin, nous, on a vécu dans des organisations où, quelque part, on faisait attention à ce qu'on disait au management, à la hiérarchie, etc. Je trouve que c'est un petit peu moins le cas. Il y a moins de barrières et plus de vitesse, on va dire, dans feedback, dans le feedback qui est fait par la jeune génération. Et ça, bien entendu, je dirais que c'est du pain béni pour ZES, mais c'est surtout important pour les RH et le management parce que ça, c'est perturbant. Oui. Et il faut travailler, il faut équiper. C'est comme ça qu'on aide notamment le management de proximité à professionnaliser, équiper avec des pratiques qui sont pas digitales pour dématérialiser la relation, parce que ça c'est surtout pas ça, mais qui sont là pour structurer la relation. Quand tu fais un entretien one-to-one par tous les mois, bah c'est bien que le collaborateur ait eu la possibilité de préparer, de partager ses résultats avant ton one-to-one pour que tu puisses te préparer en tant que manager. Et c'est bien aussi que tu lui fais un espèce de feedback en miroir. Tu vas pouvoir lui dire, bah voilà, moi je suis surpris que tu sois pas satisfait, par exemple, de l'expérience collaborateur. Il faut qu'on en parle. Enfin, il y a vraiment des choses qui vont être dans ce dialogue. Et le fait de structurer va permettre pas de niveler quelque part, mais d'augmenter un petit peu et de sécuriser. En fait, moi, j'appelle ça la nouvelle conformité. Il y avait la conformité légale, réglementaire, sociale, voilà, attention, faut avoir ça, etc. Et il y a encore l'entretien pro, voilà, on a des obligations, les cadres au forfait, il faut faire des choses, etc. Mais finalement, la conformité la plus importante, celle qui est pas justement le risque éventuellement d'une amende, mais qui est très rare, etc. en général, c'est la conformité par rapport aux bonnes pratiques. Voilà, par rapport aux attentes des collaborateurs. Et ben, si tu fais des entretiens annuels, ce qui est sûr, c'est que t'es pas conforme. Voilà. Et donc, comme la RH aime beaucoup la conformité, moi, un des messages, peut-être de notre échange aussi, c'est de dire, étendez votre notion de conformité. Oui. C'est-à-dire que la nouvelle conformité, c'est aussi d'adapter d'adopter et de déployer les bonnes pratiques qui répondent aux attentes et aident les managers. Ouais, très, très, très intéressant. Le temps tourne, j'ai encore plein de questions, donc je vais faire des choix forcément. Tu as parlé effectivement du fait que Zest venait de racheter Bloomin. Sans rentrer dans les détails d'entrepreneuriat, d'actionnaires qui sont pas très intéressants pour les RH. En fait, pourquoi moi en tant qu'RH,
qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est juste pour vous une base client plus grosse? Ouais, je suis un peu cash. Ou est-ce que ça va m'apporter autre chose? Est-ce que du coup ça va permettre? Ouais, bien sûr, on va pas se mentir. Mais est-ce que ça va m'apporter aussi des fonctionnalités peut-être différentes, des ajouts sur le Zest 2024-2025? Ouais, alors on est excités comme des puces, parce que en fait, si tu veux, en gros, et je vais être très transparent, c'est le numéro 2 et le numéro 3 qui s'associent et qui deviennent le numéro 1 de l'écoute collaborateur en France de manière totalement indiscutable, etc. Alors ça, c'est effectivement le côté un peu, moi, qu'est-ce que ça m'apporte en tant qu'RH? Alors peut-être que ça apporte une solidité, ou en tout cas, bien sûr, ça flatte peut-être sur le leader, mais bon, c'est vraiment pas ça qui nous a fait prendre la décision. Il y a deux choses qui nous ont fait prendre une décision et qui ont du sens, parce que ça a du sens et ça a de l'impact pour les collaborateurs de nos clients et les RH. Le premier, c'est côté produit, et je vais isoler deux choses très très concrètes. L'expérience de réponse collaborateur. Blooming était connu par une interface de réponse en mode très conversationnel, très chat. D'accord. Voilà, tu chattais. Voilà, c'était pas le sondage un peu classique, c'était du chat. Alors, qui capturait les réponses, bien entendu, mais c'était super, on va dire, disruptif. Et finalement, pour nous, très complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des sondages, des enquêtes où tu vas avoir besoin et intérêt à utiliser cette interface, cette façon, et dans d'autres où ça sera moins approprié. Okay. Et donc, nous, le meilleur des deux mondes, on va proposer les deux. Et en fonction des usages, des sondages, tu pourras choisir les personas aussi qu'on vise, etc. Les personas, et puis du contexte, tu vois, si tu veux faire un truc un peu lourd, sur des sujets lourds, de fusion, par exemple, ou de transformation d'entreprise, où il y a des sujets un peu à impact, tu vas peut-être pas mettre des emojis ou même des gifs animés, parce que dans tu peux le faire. Alors que si tu es dans le pulse d'équipe un peu hebdo ou mensuel et que tu as envie un peu de décontracter les choses, tu peux être un peu plus fun dans ta manière de le faire. Tu peux le faire. Et donc ça, c'est vraiment au service du feedback et de l'engagement. L'autre, sur le produit, ils ont 4 ans de R&D sur l'analyse des verbatim et notamment des analyses de verbatim sensibles pour la détection des doigts dans les verbatim s'il y a un verbatim qui est un peu on va dire, délicat dans son contenu, éventuellement inquiétant pour le collaborateur. Donc, il y a toute une technologie qui a été développée où on était un peu moins développé. Et donc, on va, bien entendu, récupérer cette technologie. Et c'est Zest, en fait, c'est la solution Zest qui va s'enrichir pour répondre à une des questions que tu avais évoquées. C'est sur Zest qu'on va, quelque part, mettre toutes ces améliorations qui fera qu'on aura 1 + 1 = 3. Et le deuxième volet, qui est vraiment important pour nos clients, c'est qu'on fait la même chose, 1 + 1 = 3, avec les talents qu'on met à disposition de nos clients. Le lab va doubler de taille. Les personnes qui accompagnent les clients, les projets, va aussi doubler de taille. Mais c'est pas simplement doubler de taille, c'est doubler en nombre d'expériences. On disait 250 clients. Alors, c'est pas tout à fait doublé, puisque les clients de Blooming étaient un peu plus importants en taille et donc un peu moins nombreux. Mais on va doubler le nombre de projets d'expérience et on va pouvoir faire bénéficier nos clients. Et toujours avec aussi une volonté de toucher des collaborateurs qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle telle que vous le faites historiquement. Exactement, parce que les grands clients, comme ils ont par exemple dans le retail, dans les télécoms, etc., ils ont des gens comme ça dans certains cas. Et alors peut-être ils ont des adresses email, mais peut-être qu'ils les utilisent pas, ou peut-être qu'ils ont du mal à les utiliser. Oui, ou ils sont 10 sur le même ordi, parce que c'est... Exactement. Donc le sujet, il est vrai pour tout. Ok, hyper intéressant. On est au début de l'année 2024, grosso modo, quand cet épisode va être diffusé. Là, je te demande de prendre un peu de la hauteur, c'est pas facile. Pour toi, quelles sont les grandes tendances RH que tu vois pour l'année 2024 qui arrivent et qui nous percutent, quoi? Bon, je fais un petit préambule. Ceci sera très partial et forcément avec un gros billet. Mais oui. Et c'est ton opinion, David. Exactement. C'est ton opinion. Exactement. Alors, et puis c'est aussi ce que je veux y mettre, en fait. Alors, c'est lié au business de Zest, mais plus à des convictions professionnelles qui font que je suis que je creuse ce sillon depuis. Puis le milieu RH, je le connais bien quand même. Depuis quelques décennies, on va dire. Donc c'est pas un effet de mode. Je pense que l'un des rendez-vous de 2024, c'est de rendre la RH pas business partner, parce que ça. Soit c'est des incantations qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre, qui n'ont pas encore été mises en œuvre, soit c'est des choses qui sont à peu près mises en œuvre, et puis le saut est parfois un peu élevé, on va dire, la marche est un peu élevée, et l'urgence de 2024 va amener à soyez partenaire du management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prenez les enjeux RH, déclinez-les en enjeux de manager. Je vais prendre des exemples très concrets. La rétention des collaborateurs. Voilà.
et ben la rétention des collaborateurs, ça a du sens pour chaque manager de proximité qui a des collaborateurs qui partent ou qui doit recruter des personnes. Donc il faut ne serait-ce que faire la même chose, mais leur expliquer l'intérêt que ça a par rapport à ça. Les baromètres sociaux qu'on évoquait, qui sont très éloignés de ce sujet-là, très pratico-pratique, avec Zez, c'est complètement connecté et il va pouvoir avoir son diagnostic en temps réel sur son équipe, il va pouvoir avoir des recommandations d'action pour agir, lui, en termes de proximité. Et je pense que c'est ça, la tendance, c'est finalement, intéressons-nous beaucoup aux personas des managers de proximité. Je pense que ce serait ça, peut-être une tendance que j'aimerais. L'autre tendance qui vient de la technologie et qui est plus, je pense, conjoncturelle, mais qui est une vraie, j'ai pas peur de le dire, une révolution en marche. Je fais attention parce que j'en ai vu quelques-unes annoncées, c'est l'IA. Ouais. Et l'IA globale, qui n'est pas encore là, mais l'IA générative qui est déjà là. Et nous, on le voit aujourd'hui dans nos usages sur chacun de nos métiers, le marketing. Je pense que les RH, quand ils font des annonces, par exemple, peut-être ils sont essayés et il y a des solutions maintenant, les solutions, la plupart le font maintenant, d'essayer d'écrire une annonce avec l'IA générative, en donnant quelques mots-clés, par exemple, sur le poste. Et donc, ça donne vraiment des possibilités qui sont intéressantes, importantes et qui vont transformer tous les métiers, et en particulier ceux de la RH et du management. Alors, on a fait une petite étude qui a montré que le manager ne va pas disparaître, d'accord ? Et on veut surtout pas, nous, en tout cas, que ça arrive, mais quand même que 40% peut-être de son temps va pouvoir être utilisé ou enfin plutôt pris en main par l'IA générative. D'accord. Pour faire des réunions, les comptes rendus, pour faire son pilotage, ses tableaux de bord, pour apporter des conseils à ses collaborateurs pour qu'ils se développent sur à peu près tous les sujets, et ça fait 40%. Donc ça a quand même un impact systémique avec une vitesse qui est incroyablement accélérée. Donc il faut pas non plus y aller de manière, on va dire, à la fois stressée et en panique, mais on peut pas ne pas faire quelque chose en 2024 sur l'IA et la RH, et si possible, pour une fois, ne pas forcément faire que sur l'aspect recrutement, qui est souvent la manière dont les innovations rentrent dans les organisations. C'est souvent, depuis quelques mois, on parle beaucoup de ces sujets-là. Ouais. Mais c'est de pas hésiter à le traiter au niveau des fonctions managériales, des fonctions internes. Et ça, la RH a un formidable chantier et peut-être un partenariat avec la DSI, comme on dit encore, pour, nous, c'est ce qu'on a fait, on l'a vu ça chez des clients aussi, c'est de faire des petits hackathons de découverte de ce que ça pouvait avoir à faire. Donc, au minimum, faites de la découverte, utilisez-le vous-même, c'est quand même hyper accessible, utiliser ChatGPT. Enfin, si un RH n'a pas utilisé ChatGPT... Déjà en version gratuite, on peut l'utiliser en 3.5 ou autre chose que ChatGPT. Oui, maintenant, il y a même dans Bing. Exactement. Donc, j'ai envie de dire, faut pas que je paraisse... C'est pas une question d'argent, en fait. Exactement, faut pas que je paraisse le père fouettard, mais en gros, si t'es RH et tu as pas essayé ChatGPT pour, par exemple, lui demander propose-moi un plan de communication sur ce projet, pour cette audience, avec un ton de ce matin-là, et d'avoir un calendrier éditorial, et puis éventuellement quelques exemples. Enfin, par exemple, je pense à ça sur les aspects communication, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Eh bien, je pense que c'est presque une faute. Et en tout cas, même au niveau individuel, je pense que c'est un enrichissement. Alors, c'est un peu décoiffant, mais c'est très, très, très intéressant et indispensable, je pense, pour les années à venir. Et les RH, c'est bien qu'elles anticipent un petit peu. Ok, merci. Je suis très, très en phase avec ton analyse, David. Pour finir en beauté, est-ce qu'il y aurait des personnes que tu me recommanderais d'inviter sur ce podcast qui sont soit en charge d'une solution RH, service ou tech que tu trouves intéressante, inspirante et que tu me recommanderais d'interviewer, ou un utilisateur RH, un ou une DRH, un ou une directrice du développement RH, tu te dis, tiens, cette personne-là, je la trouve intéressante, je la trouve différenciante, et je pense que ça vaudrait le coup que Florent, tu l'interviewes. Si je te dis ça, tu penses à qui ? Je pense à potentiellement pas mal de monde. Je pense que tu penses qu'il y a 2-3 si tu veux. Hein. Ouais. Alors, ça me vient là comme ça, mais je discutais il y a pas très longtemps avec un vétéran, comme on les appelle parfois, Bertrand Dupérin. Je sais pas si tu l'as déjà invité. Et ça m'a fait du bien de rediscuter avec Bertrand. Pour ceux qui connaissent, qui avait une prise de parole toujours assez, on va dire,
assez pertinente et assez voilà, il met du zeste dans ses interventions. Oh, c'est joli. Et je c'est trouve, bien placé. Hein. Et voilà, ouais, c'est ça, placement produit. Et je trouve que ça manque un peu. Ouais. Tu vois, sa prise de parole manque un peu parce qu'il a ce côté capitalisation d'expérience, donc je dirais Bertrand. Et puis sur les RH, bon, il y a ce qu'on fait chez Gossin, qui est donc le DRH de Gossin pourrait être invité, le DRH de Célio aussi, ou de Système U. Enfin, ce que je te propose, c'est de donner quelques noms. J'aimerais que tu fasses des mises en relation off et puis voir si ça les intéresse après. Exactement, voilà. avec plaisir. Exactement. Après, je les obligerai pas. Je pense que tes auditeurs, enfin, s'ils acceptent, ce que j'espère. Après, il y a des contenus qui sont, mais c'est pas la même chose qu'une conversation comme tu sais très bien la mener. Les contenus marketing, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et souvent, ce que j'apprécie le plus, vraiment, une des qualités que j'apprécie, c'est le pragmatisme ambitieux. Un peu cet intrapreneuriat très pragmatique de certains RH qui se donnent pas des objectifs juste pour faire du show-off ou des choses qui vont durer pendant 3 ans, mais qui sont dans des modes de vélocité, un peu start-up interne, en disant bah voilà, on va transformer les entretiens en quelques annuels en finalement 2-3 mois, alors qu'avant c'était des projets qui prenaient 1 an. Et ça, je pense que ça c'est une caractéristique qui est intéressante pour les RH, et c'est peut-être celle-là que j'ai envie de promouvoir plutôt que l'innovation pour l'innovation. Okay. C'est ce côté très impact. Et qui finalement a un ADN d'intrapreneur. Donc oui, avec plaisir, je te mettrai en relation. Bah écoute, un grand merci. Est-ce que tu écoutes des podcasts RH ou non vu là où on est, donc on est chez Cosa Vostra, donc avec Mathieu Stéphanie qui fait... qui a 2 podcasts qui marchent très bien. Enfin, ils ont maintenant plein de podcasts. C'est un peu un épicentre là où on est de la sphère. Parce qu'il y a Orso Média aussi qui a toute une ribambelle de podcasts très intéressants. Moi, je trouve que Do It Yourself, c'est le premier podcast que j'ai vraiment écouté et c'est le seul que j'écoute depuis aussi longtemps. Voilà. Ce que j'aime là-dedans, c'est la découverte. Je choisis qui j'ai envie. Parfois, je me fais surprendre. Oui, c'est pas très original, mais je trouve que c'est un hyper éclectique. Voilà. Et souvent, ça nous fait du bien d'avoir un philosophe, un entrepreneur, un sportif. Voilà. Un peu d'ouverture. Et alors, c'est pas ton format, mais c'est le même. C'est à peu près 45 minutes. On a peut-être débordé, je sais pas, mais un peu, ouais. Mais ça peut aller jusqu'à 2 heures. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est un autre. On va l'écouter par étapes. C'est un autre voyage. Ouais. Moi, je mets à 1,25 de la vitesse. C'est tout à fait audible. Et moi, j'aime bien ce temps long. Éventuellement, tiens, je vais finir un peu comme un petit bouquin, une petite nouvelle. Tu sais que tu finis pas d'un coup, mais tu sais que ça va pas durer très longtemps et ça va être enrichissant. Et à chaque fois, j'ai des surprises et vraiment, ça me fait réfléchir beaucoup. Donc, je le conseille. Voilà. Intéressant. Dans le même esprit, je peux te conseiller, je sais pas si tu connais François Allais, qui a un podcast qui s'appelle Serial Entrepreneur, qui cartonne vraiment bien aussi et qui est un peu dans le même esprit, qui est plus jeune, parce qu'il est plus jeune, il a 6 ans. Hein. Donc voilà, c'est déjà une bonne, c'est déjà une bonne maturité. Une bonne maturité dans le monde du podcast, mais qui est vraiment intéressant. Et puis j'espère qu'un jour, en 2024, on aura peut-être notre podcast aussi côté Zest. Ah, mais je vous encourage à le faire. On aura le plaisir de t'inviter. Je te rendrai la politesse. ça sera avec plaisir. Et ça sera sur, si on le fait, ça sera sur la management tech. C'est vraiment tu l'as compris, un peu le constat pour 2024, c'est aidons les soldats managers et la RH est un des premiers. Oui, c'est que tu parles beaucoup de management tech, je t'ai pas questionné là-dessus, mais c'est quelque chose qui est effectivement important pour toi. À voir en 2024. Bon, si on veut te contacter, on fait comment? Qu'est-ce qui est plus simple, David? David@zestmeup.com, LinkedIn, voilà. Donc, alors je vous invite juste à me donner une raison pour vous répondre. Voilà, juste pour pas. Je cherche pas le volume de followers. Tous les sales qui nous écoutent, c'est pas la peine de faire des scénarios. Je cherche pas le volume de followers à tout prix. Voilà. Donc, mais c'est très accessible et vraiment des conversations peuvent être intéressantes, même si elles sont pas prévues à l'avance. C'est ça qui est génial.
Bah écoute, un grand merci encore pour ton merci temps, pour ton invitation accueil, et le fait que tu viennes à nous. Hein, tu t'es monté à la capitale comme disait. Ah ben non, mais j'ai plaisir. J'ai du mal à enregistrer des épisodes de podcast en distanciel. Ouais, t'as bien raison. Et j'aime bien les faire en direct avec mes interlocuteurs et mes interlocutrices. Merci à tout le monde, merci de votre fidélité. Et puis à bientôt David. À bientôt. Merci pour ce temps et j'espère que ça a été un petit peu intéressant pour bonne intégration avec Bloomin parce qu'effectivement il va y avoir un petit peu de travail forcément, c'est normal. Yes, mais ça c'est des moments aussi passionnants quand on est DG d'une boîte. Donc voilà, à bientôt, merci. À très bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!